et bienvenue à tous au webinaire à l'occasion de la Journée internationale de la bêta-thalassémie. Donc nous allons commencer avec la présentation de la fédération SOS Globi faite par son vice-président Ali Satapour. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Ali Satarpour, vice-président des SOS Globi, patient thalassémique. Donc, on va commencer la présentation. Alors, donc, bienvenue déjà. Donc, on voudrait remercier la filière MCGRE et notamment l'ensemble des orateurs. Madame Rama Asuna Liedo Deamana, cabinet d'hypnose thérapeutique et coaching. Et on remercie les partenaires institutionnels, Celgene, Chiesi, impliqués dans la thalassémie. Donc, la fédération SOS Globi a été créée en 1991. Donc ici, vous pouvez voir l'historique. Ah, c'est horrible, je m'entends par contre. Ah, tu as un écho? Attends, je vais couper. Ouais. C'est parce que j'ai mon micro activé. Vas-y, je t'en prie, je coupe mon micro. Ok, ça marche. Ouais, c'est mieux. Donc, notre mission, c'est permettre aux malades drépanocytose et thalassémie de mener une vie normale. Et donc, le réseau des associations de la FMDT ont pour mission de soutenir les patients et leurs familles, améliorer la prise en charge médicale et sociale, et donc la qualité de vie des patients, informer et sensibiliser à la drépanocytose et à la thalassémie et mener des actions de prévention, soutenir le progrès médical et la recherche scientifique, enfin. Et donc, il y a 19 associations que vous pouvez voir ici la liste. Je ne vais pas les énumérer, vous avez la liste sous les yeux. Et donc, les membres, donc Angèle Dorvan, le président, moi-même, vice-président, Michel Hadjibi, secrétaire et présidente de SOS Globi PACA, secrétaire adjoint Taklun Chong, trésorier Sylvie Bardi-Plantin et présidente de SOS Globi Languedoc-Roussillon. Et donc, le conseil d'administration qui se réunit une fois par an. Et le conseil scientifique, donc le professeur Galacteros, responsable de la filière nationale santé MCGRE, professeur Pablo Bartolucci, professeur Marianne de Montalembert, docteur Assa Niakate, professeur Jean-Benoît Harlet, docteur Isabelle Turet, docteur Maryse Étienne Julan, docteur Gilna Loco, professeur Narcisse Elenga, professeur Corinne Pondaré, docteur Patricia Aguilar Martinez, docteur Dora Bachir, professeur Yves Bezard, professeur Catherine Badins, et j'espère que j'ai écorché aucun nom. Donc là, vous avez les missions des associations SOS Globi, donc soutenir les patients et leurs familles, améliorer la prise en charge médicale et sociale, informer, sensibiliser et mener des actions de prévention, soutenir le progrès et la recherche médicale. Et je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole maintenant à Louisa Moloutroncy, présidente de l'Association française de lutte contre la thalassémie. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre mon petit... Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'écouter nos intervenants, je tiens sincèrement à remercier la Fédération SOS Globi
et Yolande pour son travail et pour nous avoir permis, malgré cette situation particulière que nous vivons par rapport au Covid, pardon, de nous organiser quand même cette réunion afin que nous puissions échanger, nous informer et nous retrouver tous ensemble. Merci beaucoup, Yolande. Je tiens également à remercier nos chers intervenants, le docteur Isabelle Turet, que je souhaite sincèrement remercier pour sa gentillesse et sa disponibilité lors de mon hospitalisation à la Timone au mois de mars à cause du Covid, le docteur Laure Joseph, le docteur Dora Bachir, le professeur Frédéric Calateros, Amana pour sa séance de relaxation, ça va nous faire du bien, ainsi que la filière santé maladies rares MCGRE. Je souhaite revenir sur la situation très particulière que nous vivons à cause du Covid. Jamais notre monde a connu pareille situation. De nombreux malades, des morts, une propagation rapide et importante. Je souhaite simplement vous dire, car tout n'est pas fini, de bien prendre soin de vous tous, médecins, personnel hospitalier, malades, et surtout de ne pas céder à la panique ou à la psychose. Nous devons avancer sereinement, être forts et avancer et affronter cette nouvelle épreuve. Restons tous vigilants. Restons tous vigilants et surtout appliquons les gestes barrières qui sont préconisés. Les associations restent à votre disposition, bien sûr, pour toute question et pour vous accompagner si vous avez besoin. Un grand merci à la filière pour sa note d'information sur le Covid, sur les patients atteints de maladies du globule rouge, ainsi qu'à SOS Globi pour ses nombreux articles d'information très intéressants. Je souhaite profiter de cette occasion pour lancer aussi un appel aux personnes disponibles qui souhaitent s'investir auprès des associations. Nous avons besoin de personnes pour être représentées dans des réunions très importantes qui se tiennent partout en France ou à l'étranger. Nous avons convenu avec quelques thalassémiques, Ali, Zia, Dalila, Nathalie, Maria, qui ont pu être présents lors d'une petite réunion visio sur Zoom. Je remercie d'ailleurs Ali pour nous avoir guidés sur ces nouvelles technologies que je ne maîtrise absolument pas. Nous avons donc convenu de nous revoir une fois par mois. La personne qui désire déclencher une visio met un message sur le WhatsApp communauté Bétatal que Yolande nous a créé. Cela nous permettra d'échanger des informations, de discuter virtuellement et surtout de mettre en place des actions. Je sais que chacun de vous a ses occupations, la famille, le travail, ses problèmes de santé aussi à gérer. Donc c'est pour cela qu'il est important d'être nombreux afin que la vie d'une association ne soit pas supportée que par une seule personne ou très peu de personnes. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans le milieu associatif et je peux vous dire que ce n'est pas tous les jours facile. Je pense que Yolande et d'autres personnes très investies me rejoindront dans ma pensée. Il est vrai que notre association est un peu en sommeil depuis quelques années, essoufflement, manque de motivation, manque de temps. Bon, je rappelle aussi que nous sommes tous et toutes des bénévoles. Mais aujourd'hui, nous devons nous remotiver tous ensemble car une nouvelle page sur la thalassémie est en train de s'écrire et il est indispensable que nous y participions. Voilà, donc c'est ce que je voulais un petit peu vous dire et vous remercier tous pour vos messages lorsque j'ai été fatiguée. Je renouvelle également mes remerciements à Isabelle Turet et je pense que voilà, je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont justement nous informer sur ces nouveaux traitements. Merci beaucoup, Louisa, pour cette petite introduction. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Isabelle Turet. On voit, on pose. Bon, donc bonjour à tous. Et donc, on va commencer effectivement avec un sujet d'actualité qui est donc l'épidémie de Covid-19. Et puis, qu'est-ce qu'on a appris
au cours des 2 derniers mois qui viennent de s'écouler sur le risque et les manifestations chez les patients atteints de thalassémie. Donc, on va faire une mise au point sur ce sujet d'actualité. Donc, on commence avec les principales questions qu'on peut se poser par rapport à cette épidémie à Covid-19 chez les patients thalassémiques. D'abord, tout ce qui concerne la transfusion de globules rouges. On peut poser la question d'un éventuel risque de transmission du virus via les transfusions de CGR que les patients thalassémiques reçoivent régulièrement. Et puis la deuxième question, ça a été est-ce que l'épidémie va modifier les possibilités de prise en charge, en particulier pour les patients atteints de thalassémie majeure, transfusodépendants, qui reçoivent donc ces transfusions toutes les 2 à 5-6 semaines. Et bien sûr, en particulier, cette question, comment ça s'est passé en France. Ensuite, il y a des questions qui concernent plus le virus lui-même. Est-ce que les patients thalassémiques sont plus à risque de contracter le virus, par exemple par leur venue à l'hôpital ou par… est-ce qu'au finalement, on a eu plus de patients thalassémiques que dans la population générale concernée par le Covid-19 ? Et puis, les patients thalassémiques, enfin, sont-ils à risque de développer des formes plus graves de Covid-19 ? Bon, c'est une maladie chronique. Et est-ce qu'on a pu observer, comme pour certaines autres pathologies, comme les antécédents cardiaques, l'obésité, est-ce que c'est un facteur de risque pour faire une forme grave de Covid-19 ? Et enfin, si ce Covid-19 arrive, et bien finalement, qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte quand on est thalassémique, son traitement, quelles complications on a ? Et enfin, comment va-t-on gérer cette infection chez les patients thalassémiques par rapport à la population générale? Quelles sont les spécificités liées à la thalassémie? Le dernier point qu'on va envisager, c'est l'expérience mondiale finalement dans le monde. Qu'est-ce qu'on a rapporté comme expérience chez les patients thalassémiques? Donc, il n'y a pas beaucoup de rapports. Hein. Il y a la Thalassémie Internationale Fédération qui fait une collection internationale et qui a colligé plus de 50 patients. Il y a une expérience italienne dans le nord de l'Italie qui a été publiée. Et puis en France, on a lancé une enquête pour avoir collecté les cas d'infection à Covid-19 chez les patients atteints de thalassémie majeure ou intermédiaire. Donc, on commence par les transfusions de concentrés de globules rouges. Donc, quand même, on dit tout de suite qu'à ce jour, aucun cas rapporté de transmission virale de Covid-19 a été observé par transfusion. Hein. Donc, d'abord parce que le passage du virus dans le sang est vraiment une chose très rare et ne s'observe que dans des formes très symptomatiques. Hein. Donc, il n'y a pas eu de transmission de virus par la transfusion. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on n'a pas eu besoin finalement de tellement modifier le questionnaire qui est appliqué aux donneurs de sang du fait de l'épidémie, bien que bien sûr on est plus ciblé sur les épisodes viraux, personnels et familiaux et sur le niveau de confinement du donneur. Mais c'est vrai que bon, les donneurs ont un grand sens civique et de toute façon, d'une manière générale, quand ils ont une infection, bien évidemment qu'ils ne vont pas donner leur sang. Et ils étaient très présents, puisqu'il y a même eu un afflux, un petit afflux de donneurs de sang en début du confinement. Donc, il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement pour les patients régulièrement transfusés, d'autant plus qu'avec le confinement et les mesures qui ont été prises, eh bien, tout ce qui était activité réglée a été extrêmement réduit, et en particulier tous les concentrés destinés aux chirurgies ont été disponibles, puisque tous les programmes chirurgicaux ont été vraiment très, très diminués lors de l'infection à Covid-19. Alors, on pouvait avoir éventuellement une inquiétude pour la reprise, pour le déconfinement et la reprise des activités réglées. Eh bien, on a assez de stock de globules rouges pour la reprise de toutes ces activités. Donc, clairement, en France, on n'a pas eu de problème d'approvisionnement en concentré de globules rouges et il n'y a pas eu lieu de modifier le rythme des transfusions des patients régulièrement transfusés, sous réserve bien sûr de l'accueil sécurisé des patients pour réaliser ces transfusions en hôpital de jour. Donc là, il y a eu aussi une mise en route et puis l'infection, enfin les hospitalisations des patients Covid-19 augmentant à l'hôpital, eh bien, on a établi vraiment des circuits Covid-neg, Covid+, pour essayer au maximum de séparer les patients. Donc, les autres questions, les patients thalassémiques sont-ils plus à risque de contracter le virus? Donc là, on peut dire que la réponse, elle a été non.
puisqu'il y a eu finalement très peu de patients thalassémiques rapportés. Donc, il y a eu vraiment, enfin, il n'y a pas eu vraiment pas beaucoup de patients. Et on dirait probablement qu'on a observé ça dans beaucoup de maladies chroniques, parce que les patients avec des maladies chroniques ont été particulièrement vigilants par rapport au confinement et par rapport aux mesures barrières. En tout cas, pas un excès du tout de patients thalassémiques hospitalisés. Et la deuxième question qui est importante, c'est les patients thalassémiques sont-ils à risque de développer des formes graves de Covid-19 ? Alors pourquoi les patients thalassémiques pourraient être particulièrement fragiles pour l'infection à Covid-19 ? Et bien, la Thalassémie Internationale Fédération donc, a produit une classification qui est très théorique, mais qui finalement reprend les éventuels facteurs de risque de développer une forme grave. Donc, elle a mis un groupe A. Alors, le groupe A, c'est les patients qui sont à risque modéré, c'est-à-dire qu'ils sont bien transfusés avec une hémoglobine pré-transfusionnelle à 9 grammes, 5, 10 grammes. Ils sont bien chélatés, pas de fer dans le cœur, un fer hépatique bas, et ils n'ont pas été splénectomisés, ils n'ont pas d'atteinte autre, soit liée à la surcharge en fer passée, soit une autre maladie. Après, un groupe B a été défini. Ça, c'est des patients donc à haut risque qui vont avoir au moins 2 facteurs de risque, moins bien transfusés, moins bien chélatés, l'existence d'une comorbidité et un antécédent de splénectomie. Et enfin, un groupe C, dit à très haut risque. Et là, il y a 2 critères parmi les suivants. Donc, l'âge qui a été mis supérieur à 50 ans. Il faut rappeler quand même que dans la population générale, l'âge est le facteur de risque le plus important pour faire une forme de Covid-19 grave. Et les autres critères étant un taux d'hémoglobine vraiment bas, une surcharge vraiment sévère, et puis des maladies associées, soit liées à la surcharge en fer, soit autres, et bien sûr toujours la splénectomie. Donc c'est une classification qui est très théorique, parce qu'on peut être du groupe A et faire une forme sévère de Covid-19, on peut être du groupe C et faire une forme bénigne de Covid-19, et probablement on va avoir beaucoup de mal à valider cette classification compte tenu du peu de patients thalassémiques avec le Covid-19. On va avoir beaucoup de mal à vérifier cette classification. Cependant, il y a quand même un substratum pour penser que c'est des facteurs de risque, en particulier pourquoi la surcharge en fer elle peut être dangereuse. Eh bien, elle peut être dangereuse parce que d'abord, elle peut avoir entraîné une atteinte du cœur, un diabète, et ça, on sait que ce sont des facteurs de risque pour faire une infection à Covid grave. On sait aussi que si la surcharge en fer est importante au niveau d'un organe, même si celui-ci n'a pas parlé, n'a pas décompensé, eh bien, lors d'une infection virale aiguë, ceci peut se produire. 2 exemples, si vous avez beaucoup de fer dans le cœur, sans trouble cardiaque qui nécessite un traitement, avec une échographie normale, eh bien, une infection virale peut déclencher une décompensation. Et on a aussi insisté sur une atteinte hormonale qui s'appelle l'insuffisance surrénalienne, parce que la surrénale, en fait, elle est chargée de sécréter l'hormone du stress. Et bien évidemment, quand on a une infection virale aiguë, on va sécréter cette hormone du stress. Et si on a les surrénales surchargées en fer et que déjà, on ne produit pas beaucoup de cette hormone, eh bien, à l'occasion d'une infection virale aiguë et du Covid-19, on peut décompenser. Donc, c'est un point important. Il faut regarder le niveau de sécrétion de cette insuffisance surrénalienne. Et enfin, il y a une interaction entre le fer et le virus, puisqu'on sait que le fer est utile pour la multiplication virale. On sait que les lésions induites par un virus seront d'autant plus importantes qu'il aura du fer à disposition. C'est les lésions oxydatives qui sont plus importantes quand il y a une surcharge en fer. Et enfin, certains virus utilisent la voie du fer pour rentrer dans la cellule, en particulier le récepteur à la transférine. Quels sont les autres points à prendre en compte chez un patient thalassémique en dehors de son niveau de surcharge en fer? Est-ce qu'il est splénectomisé ou non? La splénectomie, ce n'est pas un facteur de risque de virus, mais c'est un facteur de risque d'infection, de surinfection bactérienne. C'est par exemple quand vous avez une grippe, eh bien, le fait d'être splénectomisé va favoriser que vous surinfectiez votre grippe avec un pneumocoque, et c'est bien pour ça aussi qu'il est important d'être vacciné contre la grippe, en plus d'être vacciné contre le pneumocoque. Ce qu'on sait aussi, c'est que la splénectomie favorise les caillots, c'est-à-dire que quand on n'a plus de rate,
en fait, les globules rouges un peu abîmés sont moins bien éliminés, ils circulent. Et puis, on a souvent beaucoup de plaquettes. Et donc, tout ça, ça augmente la viscosité du sang. Et on a plus tendance à faire des phlébites, par exemple. Et c'est quelque chose d'important parce que les infections à Covid-19 s'accompagnent aussi d'un risque thromboembolique important, de phlébite, etc. L'autre point à prendre en compte, c'est le niveau d'hémoglobine pour les thalassémies non transfusées, puisque évidemment, plus l'anémie est sévère, eh bien, plus il y a des complications liées à la thalassémie, et plus l'anémie est sévère, plus la décompensation peut être importante lors d'un épisode infectieux aigu. Un épisode viral aggrave souvent une anémie chronique. Les autres antécédents à prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de phlébite, d'embolie pulmonaire, puisqu'on a dit que cette infection virale était très pourvoyeuse de complications thromboemboliques. Et puis, bien évidemment, on peut avoir un autre problème, une hypertension artérielle, on peut avoir un traitement immunosuppresseur, soit un antécédent de chimiothérapie récent, et donc tout ça, ça sera à prendre en compte. Le point important également, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nos médicaments? C'est-à-dire qu'on va se poser toutes ces questions chez un patient thalassémique qui présente une infection à Covid-19. Qu'est-ce qu'on va faire des traitements chélateurs du fer? Faut-il les continuer? Faut-il les arrêter? Alors, en fait, la réponse est assez logique. Si l'infection est très peu symptomatique, il est plutôt préconisé de continuer son traitement chélateur du fer. Il est préconisé de l'arrêter en cas de fièvre ou de troubles digestifs. Alors, il faut aussi raisonner traitement chélateur par traitement chélateur. Par exemple, on sait que les GJAD peut entraîner des problèmes rénaux. Donc, si vous prenez de l'Exjad, en plus que vous avez de très gros troubles digestifs avec un risque de déshydratation, c'est sûr qu'il faut l'arrêter. Pareil pour le Feriprox. On sait que le Feriprox, ça peut faire baisser les globules blancs. Également, une infection virale peut faire baisser les globules blancs. Donc, il faut là disposer d'une numération pour voir à combien sont les globules blancs. Et si la fièvre est importante, de toute façon, il faut mieux arrêter les traitements chélateurs du fer. C'est pas aussi catégorique que ça, parce que prenons à l'opposé un patient qui est hospitalisé, qui a par exemple un problème cardiaque, eh bien chez celui-ci, il faudra au contraire maintenir un traitement chélateur, peut-être pas le même que celui qui prend d'habitude, mais il faudra réfléchir à tout ça. Donc il y a toute une réflexion par rapport à la conduite à tenir vis-à-vis du traitement chélateur. Il faut aussi discuter des autres médicaments. Si vous prenez du cyclose, de l'hydréa, il faut l'arrêter, puisque c'est un moment où le virus peut faire baisser les globules blancs également. Les anticoagulants sont à poursuivre. Ils sont même à instituer si vous êtes hospitalisé, en particulier avec une pneumonie. Et puis, la discussion sur les antibiotiques. Si vous êtes splénectomisé, vous continuez votre oracyline. Et il est aussi possible qu'on modifie ces antibiotiques à l'occasion de l'infection à Covid-19. Donc, en pratique, qu'est-ce qui a été rapporté chez les patients thalassémiques? Donc, une publication italienne très récente, bon, vous savez qu'il y a à peu près 7000 patients thalassémiques en Italie. L'épidémie a concerné le nord de l'Italie. Et donc, il y a eu donc un article qui a été rapporté par Turin, Milan. Et donc, 11 patients thalassémiques, 10 thalassémies majeures, et un patient avec une thalassémie intermédiaire. C'était tous des adultes. 8 sur les 11 avaient subi une splénectomie. 5 étaient aussi avec des atteintes secondaires à la thalassémie. Donc, il y avait quand même des thalassémies à risque pour au moins 5 patients d'entre eux. Un patient avait un fer cardiaque présent et tous recevaient des traitements chélateurs, excepté le patient atteint de thalassémie intermédiaire. Donc, tous ont eu fièvre et tout, presque. L'évolution de la maladie a été assez longue, sur 10 à 30 jours, et 6 patients sur ces 11 patients ont été hospitalisés, les autres ayant été traités à domicile. 3 patients ont eu besoin d'oxygène, et un avec une technique pour en administrer vraiment beaucoup. Aucun n'a été intubé, avec donc le tube et la machine de ventilation assistée. 2 patients sur les 11 ont aggravé leur anémie et ont nécessité une transfusion de plus. Et 3 patients ont eu un traitement spécifique du Covid-19. En fait, en pratique, c'était essentiellement l'hydroxychloroquine. Donc, sur 11 patients, on a finalement, ces données préliminaires montrent plutôt que l'infection à Covid-19 est peu
ou moyennement sévère. Alors, il faut dire que ce qu'on appelle moyennement sévère, c'est quand même une hospitalisation avec une pneumonie, mais où finalement, on n'a pas besoin de mesures de ventilation assistée, d'appareils pour respirer. Les patients en France. Donc, on a à ce jour recueilli 6 cas. Alors, en fait, il y en a 7, hein, mais bon, après, le recueil n'est pas commencé depuis très longtemps et donc, on va poursuivre, hein, au moins jusqu'à la fin du mois. Donc, des patients âgés de 11 mois à 57 ans. 4 recevaient une chélation. Le petit bébé de 11 mois ne recevait pas de chélation. Puis, il y avait une dame qui était en cours de grossesse, donc qui ne recevait pas de chélation non plus. Donc, 2 patients splénectomisés. Et donc, 4 patients ont présenté des symptômes modérés ou très modérés. Puisque donc ces 4 patients, il y en a quand même 2 qui ont été hospitalisés, mais en fait, ils ont été hospitalisés pour une surveillance. Le bébé, 24 heures pour voir un petit peu comment ça se passait, mais finalement, il a eu une petite fièvre et puis ça s'est complètement rentré dans l'ordre. Et le diagnostic a été porté chez ses parents qui avaient des signes typiques, des courbatures, de la fièvre, une anosmie, une agueusie. Donc, le bébé, ça lui a fait comme un petit pic fébrile. Et puis, donc, la dame qui était en cours de grossesse, elle a été surveillée parce qu'on était quand même inquiet du fait de la grossesse et de la thalassémie associée, mais ça s'est très bien passé aussi. Et donc, 4 patients avec ces formes modérées ou très modérées et 2 formes plus sévères qui ont nécessité une hospitalisation pour administration de l'oxygène. Et donc, ces formes étaient avec une pneumonie, des troubles digestifs et une atteinte hématologique. 4 patients ont reçu un traitement spécifique, soit de l'hydroxychloroquine, soit de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Et 2 patients ont reçu ou poursuivi un traitement anticoagulant, donc on a fait par piqûre sous-cutanée quotidienne, puisqu'il y a ce risque d'infection, de complications thromboemboliques. Donc, en France aussi, on n'a pas d'argument pour penser qu'il y ait vraiment beaucoup de cas très graves chez les patients thalassémiques. Donc, pour conclure, l'épidémie a diminué, on est revenu au déconfinement, mais il n'empêche que pour tous les patients qui ont une maladie chronique, il faut continuer une prévention en appliquant les mesures barrières, toujours les mêmes, hein, je ne les redis pas. Si vous avez des signes évocateurs, c'est-à-dire un syndrome grippal, de la fièvre, de la toux, cette histoire de ne plus pouvoir sentir le goût des aliments et de ne pas sentir les odeurs, il faut que vous contactiez votre médecin, qu'il vous interroge pour savoir quels sont vos symptômes. Il faut qu'il organise un examen clinique pour vous écouter et voir comment vous allez. Et puis aussi, donc, ce fameux prélèvement pour PCR, c'est-à-dire nasopharyngé, pour confirmer le diagnostic. Et puis après, en fonction de votre histoire, de ce que vous prenez comme traitement, de ce que vous avez eu comme problème dans toute votre vie de thalassémique, eh bien, il évaluera le risque. Et je redis, il faut impérativement faire un point sur les médicaments que vous prenez, parce qu'en fait, certains sont à poursuivre impérativement, d'autres sont à arrêter. Donc, c'est vraiment très, très important de bien regarder toute votre ordonnance. Enfin, en cas d'urgence, signalez bien votre maladie, votre médecin référent et vos traitements, parce que souvent dans l'urgence, ce n'est pas les médecins habituels, c'est des équipes différentes de celles qu'on connaît. Et donc, il faut bien redire les choses, que vous êtes porteur d'une thalassémie, le nom de votre médecin référent qui puisse être joint pour prendre en compte la maladie et tous les traitements que vous prenez pour savoir si on les arrête ou si on ne les arrête pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Enfin non, je ne vous remercie pas de votre attention parce que je n'en sais rien. Donc, on pose je suis à votre disposition pour les questions. Merci Isabelle. Donc, je vais activer les micros, mais je vais demander à chacun d'être discipliné parce qu'on est beaucoup autour de ce webinaire. Je vais d'abord poser les questions qui ont été posées dans la boîte de dialogue. Donc, on a une question de Deva Misangse. Donc, devons-nous, groupe B ou C, demander la chloroquine si nous sommes testés positifs? Alors, d'abord, ce que j'ai bien redit, c'est que avant de demander quelque chose, il faut d'abord se faire examiner et regarder tous les traitements que vous prenez. Parce que j'ai bien dit, cette classification, elle est théorique.
hein. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, bon, il y a eu beaucoup de cas dans la population générale, donc il y a des facteurs de risque de forme grave qu'on a pu individualiser dans la population générale parce qu'il y a eu des milliers de cas, comme par exemple l'âge, l'obésité, etc. Pour les patients thalassémiques, comme il y a très peu de cas, on a cette classification théorique qui repose sur quelque chose de logique, mais on ne l'a pas validée. Donc, je pense que le traitement, c'est à chaque fois une décision qui est individuelle, hein. C'est-à-dire que on a les facteurs de risque, on a l'âge du patient, on a ses comorbidités. Par exemple, s'il y a un problème cardiaque, on ne donne pas d'hydroxychloroquine. Donc, c'est une décision médicale en fonction des symptômes et en fonction du terrain et des éventuelles contre-indications qui existent. Le problème aussi des traitements du Covid-19, hydroxychloroquine ou autres traitements, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de démonstration claire de leur efficacité quand on est au stade symptomatique de Covid-19, hein, et en particulier dans les phases un peu avancées, y a pas de, enfin, on n'a pas encore d'argument définitif pour dire qu'il faut l'instituer. Donc, en pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a des équipes qui utilisent beaucoup l'hydroxychloroquine et d'autres qui ne l'utilisent pas. Et en fait, on a à l'heure actuelle, la décision d'utiliser ce médicament reviendra à votre médecin traitant. Très bien. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions qui ont été posées dans la boîte de dialogue. Donc, une question de Maria Canistro. Bonjour, dans les facteurs de risque endocriniens, est-ce que l'insuffisance hypophysaire est comprise dedans? Alors, a priori, non, parce que en fait, donc l'insuffisance hypophysaire, c'est essentiellement l'hypogonadisme, et donc c'est pas compris comme un facteur de risque. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un facteur de risque, c'est un terrain qui pourrait favoriser les formes graves. Et en fait, hypogonadisme, par exemple, ça veut dire qu'il y a eu une surcharge, et c'est quand même la complication la plus fréquente dans la thalassémie, hein, puisqu'on dit que 50% des patients thalassémiques majeurs adultes ont un hypogonadisme. Donc non, on ne peut pas considérer l'hypogonadisme comme un facteur de risque de gravité de la thalassémie, d'une infection grave à Covid-19 quand elle est isolée. Très bien. Une autre question. Devons-nous... non, c'est... Pardon, je m'en mêle. Les patients thalassémiques vont-ils être testés par sérologie? Alors, ça va faire, je ne pense pas particulièrement, parce que donc, pour l'instant, les sérologies ne sont pas du tout disponibles pour la population générale. Et après, au niveau donc, de la prévention, ce qui est vraiment plus important, c'est ces PCR, hein, qu'on fait, parce que là, ça veut dire qu'on va pouvoir agir dessus. Si vous êtes PCR+, ça veut dire qu'on va pouvoir vous isoler et limiter la diffusion du virus. Et pour le moment, les PCR, et c'est assez logique, elles sont destinées, dès qu'il y a un cas positif dépisté parce qu'il est symptomatique, à aller regarder le maximum de personnes dans l'entourage et dans les contacts pour essayer de stopper la diffusion locale du virus. Donc, je ne pense pas que les patients thalassémiques seront prioritaires pour les tests sérologiques. Très bien, donc on a deux nouvelles questions et puis ensuite je vais donner quand même la parole à quelques personnes. Donc Liliane qui pose cette question, l'insuffisance surrénale nécessite la prise de cortisol. Oui. Or, la cortisol a été pointée récemment. Faut-il l'arrêter? Pour ma part, j'ai continué. Oui, non. Alors, il faut différencier la supplémentation avec du cortisol d'une corticothérapie, hein. Ce n'est pas du tout la même puissance. Donc, quand on a des hormones qui sont données à visée, l'hydrocortisone à visée substitutive, il n'y a pas de problème, il faut le continuer, hein. Ce qu'on a pointé, c'est les corticothérapies qui ont, eux, des effets secondaires qui sont très puissants.
Et ça n'a rien à voir avec l'hydrocortisone que vous prenez, que vous devez continuer à prendre, puisque même quand vous avez une infection à Covid-19, on peut vous augmenter votre dose d'hydrocortisone pour justement mieux répondre à ce stress. Merci Isabelle. Une autre question de Leila Bougaba. Savez-vous à quel stade les personnes thalassémiques sont tombées malades à une hémoglobine basse ou venait-elle d'être transfusée? Et donc, avez-vous un taux d'hémoglobine convenable? Sommes-nous plus fragiles quand notre hémoglobine devient basse? Alors, au niveau donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de beaucoup de transfusions chez ces patients thalassémiques qui ont attrapé le Covid-19, puisque dans l'étude italienne sur les 11, il y en avait 2 qui avaient reçu une transfusion supplémentaire par rapport à leur rythme habituel. Et puis, là, pour les quelques cas relevés en France, il y a eu juste un patient qui avait besoin de transfusion en plus. Donc, ça n'a pas beaucoup modifié le taux d'hémoglobine chez les patients qui reçoivent des transfusions régulières. Alors, c'est différent chez les patients qui ont une thalassémie intermédiaire et qui sont peu ou pas transfusés. Parce que là, c'est eux qui produisent leur hémoglobine et elle peut être entre 8, 9. Et là, à l'occasion d'un épisode viral, on peut vraiment baisser et on aura besoin d'une transfusion. Bon, après, ce n'est pas très compliqué de traiter l'anémie. La majorité des patients ont des antécédents transfusionnels, ils sont connus et compte tenu qu'on n'a pas eu de problème de disponibilité des concentrés globules rouges, la réponse à une aggravation de l'anémie, c'est la transfusion. Très bien. Et une question de Louisa, mais il paraît que le médecin traitant ne peut pas prescrire de chloroquine. Alors, ça, c'est encore une fois, c'est la discussion générale sur l'hydroxychloroquine. Donc, c'est compliqué parce que, bon, je suis à Marseille, donc l'hydroxychloroquine a été beaucoup utilisée, mais elle a été aussi beaucoup utilisée dans d'autres sites en France. Donc, l'hydroxychloroquine, on a du mal à démontrer son efficacité. Pourquoi? Parce que, en tout cas, nous, ce qui s'est passé à Marseille, c'est qu'il y a eu énormément de tests qui ont été effectués. Et donc, il y a une population bien plus large que la population sévèrement malade qui est arrivée à l'hôpital. Et du coup, il y a du fait qu'il y ait plus de patients peu ou pas symptomatiques qui aient été trouvés positifs, eh bien, on avait des patients moins malades, donc qui, de toute façon, auraient mieux guéri même s'ils n'avaient pas été traités par hydroxychloroquine. Et c'est pour ça que c'est difficile de démontrer les choses. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de démonstration de l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans l'infection à Covid-19, en tout cas dans l'infection à Covid-19 moyennement sévère ou sévère. Après, l'utilisation beaucoup plus large chez des patients peu symptomatiques, donc qui auraient guéri finalement aussi probablement spontanément de leur Covid-19 avec ou sans hydroxychloroquine, ça c'est une autre discussion parce que est-ce que le fait de réduire le portage viral peut avoir un effet bénéfique sur l'ensemble des cas dans la population? Mais là, on voit bien que c'est plus un bénéfice général qu'un bénéfice individuel. Très bien. Question de Deva. Patients à très haut risque doivent-ils privilégier le télétravail jusqu'à quand? Et leurs enfants doivent-ils reprendre l'école car les enfants ne portent pas de masque? Et le conjoint doit-il privilégier le télétravail? Ok. Donc, la question était, lorsqu'on est à très haut risque, est-ce qu'il faut favoriser le télétravail? Alors, oui, bien sûr. C'est-à-dire, en plus, dans cette période, bon, là, on déconfine, donc il y a un petit temps où il va falloir regarder comment ça se passe. Donc, bien évidemment qu'il faut favoriser le télétravail quand on est à haut risque. Oui. Et pour les enfants, on s'est quand même très largement prononcé en faveur d'un retour à l'école, des enfants qui ont une thalassémie ou qui sont drépanocytaires. Et donc, la question, c'était aussi sur le port de masque des enfants. Bon, je ne sais pas si vous avez vu dans la rue, il y a quand même beaucoup de gens qui portent très mal le masque. Et pour porter bien un masque, que j'ai là moi par exemple, parce qu'on m'en donne toutes les 4 heures. Donc, une fois que je l'ai mis, je le garde. Et je le garde pendant 4 heures. Et après, je le change en tirant les élastiques, en le mettant dans le bon sens et en mettant sur mon nez. Donc,
on a beaucoup de gens qui les mettent très mal, ces masques. Et les enfants, franchement, les petits-enfants, hein, c'est illusoire de penser que le masque va avoir un effet. D'ailleurs, dans les écoles, pour les tout-petits, ce n'est pas privilégié. Hein. Très bien, merci beaucoup Isabelle.